Est-ce que l'eau peut venir à manquer en Bretagne? On l'a vu cet été, donc avec les arrêtés sécheresse. Donc oui, l'eau peut arriver à manquer en Bretagne. Et donc il faut qu'on prenne bien en considération l'eau. Il y a une saisonnalité, il y a des besoins à certains moments dans la production agricole ou agroalimentaire. Donc oui, c'est une ressource dont il faut faire attention aujourd'hui. C'est intéressant de voir la consommation de l'eau en Bretagne, en fait. Et donc, 45% de la consommation, c'est particulier. Après, c'est 21%, c'est l'agriculture. Mais il y a aussi l'eau qui tombe du ciel aussi, qui, bien évidemment, vient en plus sur ces sujets-là. Et puis après, c'est 17% sur la partie globale acteur économique. Et c'est là-dessus où nous, on se dit que sur les 17%, l'agroalimentaire doit représenter à peu près les 12%, puisque donc on est des gros consommateurs d'eau néanmoins. Donc c'est vrai que si le manque d'eau peut être un vrai sujet, et on le voit dans certains territoires. Après, on voit aussi que l'eau attire l'eau, en fait. Donc moi, j'ai été surpris de voir qu'une terre qui est imbibée d'eau absorbe de l'eau, alors qu'une terre sèche crée un ruissellement. Donc il y a vraiment cette logique du cycle de l'eau et de point, justement, de bascule quelque part entre un environnement qui devient sec versus un environnement qui peut être humide. Donc les enjeux sont importants pour les populations, pour les cultures, pour l'alimentation, pour les animaux, pour les industries. Nous, en tout cas, on passe des contrats, on achète une quantité. Après, c'est suivant la quantité produite. Donc, ça fait, c'est des coûts qui peuvent être sur des manques de performance reviennent aux agriculteurs. Euh, Après, je pense que on voit que quand on manque de matières premières, les cours augmentent. Donc, bon, grosso modo, il y a des équilibres qui se créent aussi. Mais je pense que chacun est impacté par un risque autour de ce manque d'eau. Et chacun doit prendre sa part quelque part. Écoutez, nous, ça a été travaillé de manière en étroite collaboration avec les différents départements, préfets et autres. On nous a demandé, sur la Centre de l'agriculture, de l'agroalimentaire plutôt, de montrer le travail qu'on avait fait depuis de nombreuses années pour montrer qu'il y avait des économies d'eau qui avaient été faites. Et comme l'agroalimentaire était dans cette dynamique d'économie d'eau depuis de nombreuses années, on a eu très peu d'arrêtés de production, comme d'autres industries qui ont eu des arrêtés de production nécessaires, du fait de peu d'économies dans leur activité et qui ont été avec peu de contraintes aussi sur le sujet de la production, parce que arrêter une industrie agroalimentaire, c'est des contraintes vis-à-vis de la production agricole. On ne peut pas arrêter une laiterie, parce que qu'est-ce qu'on ferait du lait des animaux? Donc il y a quand même une logique de nécessité d'entretenir des systèmes. Et certaines industries sont plus faciles à arrêter que d'autres. Donc il n'y a pas eu, il y a eu des textes et des échanges qui se sont passés entre différents acteurs économiques et la région, mais il n'y a pas eu d'arrêt d'industrie agroalimentaire sur cette période-là, parce qu'on a pu prouver aussi qu'on est une industrie entre guillemets engagée et que des économies avaient été faites. On dit que 12% des prélèvements du territoire breton sont faits par l'agroalimentaire et que le premier poste de consommation, c'est le nettoyage, dont on parlait tout à l'heure, et on arrive à 43% de l'eau utilisée dans l'industrie agroalimentaire sont pour le nettoyage en fait. Donc c'est vraiment le gros de l'utilisation, nettoyage des installations, nettoyage des matières premières. Et que, grosso modo, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que l'agroalimentaire, qui est quand même gros consommateur d'eau, puisque vous disiez l'eau qui revient, c'est 98% de la consommation de l'agroalimentaire en Bretagne revient au milieu. Alors, ça paraît énorme, ce 98%. Alors, il y a une explication, c'est que l'industrie laitière, par exemple, produit plus d'eau qu'elle ne consomme. Pourquoi? Et on le fait d'ailleurs ici aussi, c'est parce qu'on sèche le lait. Et quand on sèche du lait, on extrait l'eau du lait. Et donc ça, c'est de l'eau
qui repart après au milieu. Et donc, de ce fait, l'industrie agroalimentaire est plus grosse productrice d'eau que consommatrice. Donc, ça veut dire que l'agroalimentaire, 98% de l'eau consommée retourne au milieu. Aujourd'hui, toute l'eau qu'on utilise en agroalimentaire doit être qualifiée comme eau potable, et l'eau potable est identifiée comme l'eau de réseau, en fait. Donc, et c'est là où on doit utiliser de l'eau de réseau, alors qu'on pourrait avoir d'autres sources d'eau, et c'est ce sur quoi on travaille à la BEA, donc le principe de la réuse, qui a été porté en 2019, donc c'est un sujet qui date, et qui devrait pouvoir, comme ça se passe dans d'autres pays européens, nous permettre dans un cadre défini, de pouvoir utiliser des eaux de process ou des eaux d'extraction pour augmenter les cycles d'utilisation de l'eau dans les entreprises avec des économies d'eau qui seraient très significatives à la clé, puisque donc nous, on parle que 45% des entreprises en agroalimentaire ont des projets de recyclage et que sur ces logiques de recyclage, on pourrait arriver à, je dirais, entre 20 et 25% d'économie d'eau dans les entreprises, ce qui est énorme. On dit que 75% des industries de l'agroalimentaire ont diminué ou stabilisé leur prélèvement d'eau depuis 5 ans. Alors, donc là, 5 ans, ça veut dire depuis 2018. Donc 2018 à 2023, on a plutôt 75% qui ont réduit ou stabilisé. Après, c'est vrai que suivant si des activités se sont développées, on consomme peut-être plus d'eau si on développe notre activité. C'est peut-être ce qui se passe pour les 25% restants. Ah oui, oui, oui. Oui, et donc là, on disait que donc on est 62% des industries agroalimentaires sont équipées de compteurs en télérelevé. Ça veut dire qu'on a un suivi permanent de notre consommation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on investit pour ça. 72% de l'industrie agroalimentaire ont réalisé des diagnostics sur l'eau dans les 5 dernières années. Donc pour se dire justement, parce que l'important d'un diagnostic, c'est bien constater où est la photo de départ quelque part, et grâce à ça, voir où sont les points d'amélioration. Et on dit que 3/4 des entreprises ont un référent eau aujourd'hui. Donc il y a dans l'industrie agroalimentaire des compétences autour de l'eau, parce qu'on sait que c'est important. Et donc oui, on est une industrie qui investit. Et si encore une fois, la BEA, c'est un dossier prégnant, depuis 2019, on est sur ce sujet réuse, c'est parce qu'on sait qu'il y a des vrais leviers et que c'est nécessaire de pouvoir les activer en tout cas. Moi, je pense qu'on est dans cette logique de sobriété, faire mieux avec moins. Et c'est là où les recyclages de l'eau, la réuse, est un vrai levier. Donc c'est vrai que la contrainte, et c'est vrai que c'est les contraintes de l'environnement aujourd'hui et de ce réchauffement climatique qui nous permet aujourd'hui d'avoir une possibilité de pouvoir activer ces logiques de réutilisation d'eau. Donc ça, c'est une boîte à outils quelque part qu'on a déployée avec les CCI pour justement être plus sur les plus petits acteurs dans cette prise de conscience de leur consommation d'eau, dans la mise en place d'outils de diagnostic et permettre de bien identifier ce qui pouvait se faire et réaliser chez eux. Donc c'est un programme qui s'est déployé, qui fonctionne bien aujourd'hui. Alors c'est très significatif, puisque donc, quand je vous parle, c'était 20 à 25%, donc là on arrive sur des niveaux d'économie très importants. Après, il faut voir, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où on vient. Je dirais, moi, quand j'ai connu l'entreprise à ses débuts, il n'y avait pas de station d'épuration dans les entreprises, et on faisait de l'épandage, donc ça veut dire que les eaux qui sortaient de l'entreprise étaient utilisées pour arroser les champs des terres agricoles qui étaient autour de nous. Après, c'est vrai que il fallait arroser tout le temps, donc on arrosait aussi bien quand il pleuvait que quand il pleuvait pas. Et donc là, l'administration a dit il est nécessaire de pouvoir faire du stockage d'eau pour ne pas arroser quand il pleut. Bon, donc c'est devenu compliqué, et donc ce qui a imposé la mise en place de stations d'épuration au niveau des entreprises. Mais
au départ, l'eau était réutilisée naturellement et ça a très bien fonctionné. Après, il fallait faire un suivi des terres qui était fait en parallèle et en proximité avec le monde agricole. Donc aujourd'hui, on a des stations d'épuration qui sont des coûteuses en termes d'utilisation, coûteuses aussi en termes d'énergie, mais qui permettent de pouvoir remettre de l'eau aussi au niveau des circuits. Et donc nous, tout ce qu'on peut économiser demain seront pertinents à mettre en œuvre au sein de nos entreprises. Et donc pour revenir sur la question sur la performance et la pertinence, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse nous autoriser, comme on disait pour l'eau de vache ou des eaux comme on peut avoir sur l'osmose inverse qu'on a vu tout à l'heure, avoir une capacité à l'utiliser en interne et recycler sur des cycles de nettoyage, sur des cycles de refroidissement, sur des cycles de consommation d'eau, simplement et en se disant que l'acteur agroalimentaire a capacité à gérer et à maîtriser le risque, entre guillemets, si on peut dire risque qu'il y a à réutiliser de l'eau dans les entreprises. Et ça doit pouvoir se faire en transparence avec l'administration, expliquer ce qu'on est capable de faire, mettre des cahiers des charges partagés pour que ce soit suivi, contrôlé et acceptable et accepté par tous. Donc pour moi, il y a des vrais leviers importants à mettre. Et moi, j'aime bien rappeler que dans l'industrie laitière, dans le fromage, l'eau de réseau ou l'eau qualifiée d'eau potable aujourd'hui n'est pas sur des niveaux de qualité suffisants pour l'industrie. Et nous, industriels, on va plus loin dans la qualité de l'eau pour nos industries de fromagères parce qu'on sait que sur le fromage, on ne peut pas avoir de variation comme on peut avoir sur le réseau. Donc ça montre bien que l'agroalimentaire peut aller plus loin presque que ce que propose l'eau de réseau et l'eau potable aujourd'hui sur le réseau. L'osmose inverse peut nous permettre de recycler sur des tours de refroidissement, mais on ne va pas aussi loin qu'on pourrait aller. Donc on est limité aujourd'hui sur cette utilisation d'eau de process. Et la réuse, c'est utilisation d'eau de process et aussi utilisation d'eau en sortie de station. Hein. Donc il y a aussi des systèmes pour aller plus loin sur la réutilisation des eaux. Je pense qu'il y aurait certainement un levier sur les eaux pluviales. Hein. Après, je pense que face à la consommation d'eau de l'industrie agroalimentaire, on sait qu'il y a des sources d'économie beaucoup plus importantes sur la logique de réuse que la logique des eaux pluviales. Après, je pense que les eaux pluviales seraient certainement un autre sujet qui pourrait être regardé, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit la priorité en agroalimentaire. On a régulièrement des remontées de terrain lors de points hebdomadaires sur les ateliers, sur qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer sur la partie économie. Et il est remonté régulièrement, pas que dans mon atelier, dans d'autres ateliers, des idées toutes simples on va peut-être arrêter de mettre des jets d'eau sans pistolet. Des fois des choses toutes simples, tiens, tel arrosage de tel moteur, ça serait peut-être plus efficace d'avoir un recyclage de l'eau. Et est-ce que toi, tu as senti, viser la question, que depuis quelques années, on a une évolution un peu des mentalités surtout, on sent que plus particulièrement sur des personnes qui ont tourné sur plusieurs entreprises, dire tiens, on a mis ça en place dans telle entreprise, c'était pas mal. Et on évolue grâce à tous ces apports et il y a une vraie remontée du terrain. Moi, je trouve que les gens sont plus impliqués dans ce domaine. Et aujourd'hui, on va plus loin, on va sur le management collaboratif. Et je pense que c'est là aussi un vrai levier que les territoires doivent s'approprier avec les personnes autour de nous, mais avec notre écosystème en général, pour pouvoir trouver des solutions communes. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, du fait de la prise en compte de ces problématiques climatiques, des jeunes générations qui sont beaucoup plus, je dirais, au fait des sujets et qui seront beaucoup plus ou moins intransigeants sur des pratiques qu'ils pourront avoir dans leurs entreprises avec une logique d'exigence certainement beaucoup plus importante. Et tant mieux, pour que justement, collectivement, on relève ces défis. Une entreprise doit assumer son propre retraitement d'eau. Pour exemple, le site de Sojason a une capacité équivalent habitants de 50 000 habitants.
C'est-à-dire que notre station, c'est une ville de 50 000 habitants. Donc effectivement, c'est ce poids que Châteaubourg ne supporte pas. Donc voilà, donc toute entreprise, je vois Tendriade qui est juste à côté de nous, ils ont la même station que nous. Donc en fait, là, sur Châteaubourg, on a deux villes de 50 000 habitants qui sont collées à une ville d'une dizaine de mille. Ça a un coût énergétique, ça nécessite 3 équivalents temps plein pour la gérer en permanence. Et il faut établir un plan d'épandage, même si, comme le disait Olivier, il n'y a plus les plans d'épandage liquides, il y a quand même un plan de retraitement des boues, avec qui on a des contrats avec des faiseurs de compost, avec des choses comme ça. On est suivi par l'Adréal et par l'agence de l'eau pour tout ce qui est rejet. Et donc on a des contrôles permanents sur la station d'épuration. On rejette dans un tube qui est accessible à l'agence de l'eau et ils font des prélèvements quand ils veulent. Les entreprises, et on l'a vécu durant la partie de sécheresse 2022, les entreprises qui n'étaient pas vertueuses sur l'eau ont eu des coupures d'eau importantes. Celles qui étaient vertueuses ne l'ont pas eu, et ça a été le cas pour l'agroalimentaire. Donc pour moi, il est cohérent que ce soit plutôt les entreprises qui font des efforts qui soient plus facilement aidées que l'inverse. Donc l'administration nous demande régulièrement de répondre à des enquêtes pour voir de quelle manière on a amélioré notre consommation d'eau au niveau des entreprises. Je pense qu'il est certain qu'il faut accompagner, on voit que les transitions qui arrivent vont nécessiter de se réinventer. Après, je pense qu'il y a une logique, on l'a vécu avec le Covid, on l'a vécu avec la guerre en Ukraine, cette logique de souveraineté et cette capacité à pouvoir avoir des ressources. Et donc, quand on parle de l'alimentation, on est sur quand même, je dirais, un besoin de première nécessité. Il y a un vrai sujet qu'il faut prendre très au sérieux. Après, c'est vrai que la Bretagne a des atouts sur la partie production. Donc c'est de quelle manière la Bretagne aussi se réinvente pour aller sur des démarches plus vertueuses aussi bien sur la production que la transformation et que la consommation. Parce qu'on voit bien que c'est un tout. Et donc l'agroécologie en fait partie, la végétalisation en fait partie, les pratiques d'agriculture biologique en font partie. Donc c'est de quelle manière on accompagne ces évolutions et comment collectivement là aussi on porte des projets sur du moyen long terme. Et je trouve que porter des échéances en 2030, en 2040 et en 2050 me paraissent importants pour se dire de quelle manière le territoire peut se dire il y a des évolutions à faire sur nos modes de production et nos modes de transformation. Plus je regarde le sujet de l'eau pour l'agroalimentaire, plus je le lie aussi à celui de l'agriculture et plus je me dis qu'il y a des vraies possibilités d'optimisation, d'amélioration qu'on peut faire beaucoup plus avec moins, mais qu'il faut pouvoir se donner cette capacité d'expérimenter, qu'il faut pouvoir accepter que ce qui est vrai sur un territoire ne le sera peut-être pas sur un autre, et qu'il faut avoir cette proximité aussi avec l'ensemble des acteurs pour qu'un débat de qualité puisse être porté et là aussi qu'on puisse regarder loin ensemble. Donc moi je crois vraiment que les contraintes peuvent être des opportunités. On a des contraintes importantes aujourd'hui sur la partie climatique, on a des contraintes importantes sur la partie pluviométrie et des limites planétaires. Portons ces sujets ensemble et regardons comment chacun peut prendre sa part.